C'est vrai qu'en Israël, il y a une approche du monde du travail qui est plus souple, avec beaucoup moins de barrières hiérarchiques. Et je pense que ça développe la créativité. Les Israéliens ne se posent pas de questions de savoir est-ce qu'il va y avoir un marché, est-ce que ça va marcher. Non, ils le font. Ils foncent, ils ont une idée, ils avancent. Stéphane Atlan, bonjour. Bonjour Cathy. Alors on est très content de vous rencontrer parce que vous avez un parcours très éclectique, on va dire. Et c'est pas souvent qu'on rencontre des gens qui ont étudié la philosophie, le droit, qui se retrouvent en Israël à faire encore complètement autre chose. Qu'est-ce qui vous a décidé à monter en Israël? Moi j'étais venu après mon bac, j'avais commencé des études en Israël. J'avais pas fini, j'étais peut-être un peu jeune. Donc je suis rentré en France, j'ai fait mes études de droit. J'ai fait des études de philosophie. En Israël, vous faisiez quoi? Alors j'avais tenté des études d'ingénieur, mais c'était pas pour moi. Donc voilà, j'ai pas insisté. Au Technion? Ouais, au demeurant, j'ai fait un petit réseau là-bas. J'ai gardé beaucoup d'amis du Technion. Donc je suis revenu en France, j'ai fait mes études, je me suis marié et bon, j'ai mené une carrière professionnelle. Et à un moment, mes enfants ont commencé à grandir et je me suis dit, il faut y retourner. Et on est parti. Comment on prend cette décision quand justement on a une carrière professionnelle déjà bien installée? Vous travaillez, je crois, dans les ministères, vous allez nous raconter. Comment on décide de quitter un job de fonctionnaire et de tenter, on peut dire, l'aventure? Parce que j'imagine que le plan, c'était pas d'être fonctionnaire en Israël. Pour reprendre le poème de Sandars, quand tu aimes, il faut partir. Donc j'aimais mes enfants, j'aimais ce que je faisais, mais je me suis dit, on part. J'ai envoyé mes deux premiers enfants, donc quand ma fille a eu son bac, elle a fait un programme Massa, elle est partie. Mon fils, dans le même temps, est parti, il était en classe de première, je crois. Il est parti à la Chavat HaNoar Hatzioni, à Jérusalem. Donc pour moi, c'était une façon d'expérimenter, est-ce que ça va leur plaire ou pas? Et ça leur a plu. Donc l'année suivante, on avait fait un contrat avec eux. Je suis venu avec ma dernière qui avait à l'époque 11 ou 12 ans. Et donc, puisque c'était validé, on s'est retrouvés tous ensemble et voilà, on a fait notre alia tous ensemble. C'était il y a 6 ans. C'était il y a 6 ans, voilà, en 2016. C'est une décision pas simple. Vous avez perdu votre épouse et vous êtes parti donc avec vos 3 enfants. Voilà, alors en fait, c'était un projet qu'on avait avec mon épouse, effectivement, de partir. Bon, elle a été touchée par un cancer. Elle est partie au bout de quelques années. Et donc, c'est vrai que je me suis retrouvé seul avec mes enfants et je me suis dit, il faut qu'on fasse ce projet, qu'on le finalise. Après tout, c'était prévu, on va le faire. Et en fait, c'est vrai que ça peut paraître un peu difficile comme ça, mais en fait, ça nous a donné de l'énergie. Et en un sens, c'est comme si on finalisait quelque chose qu'on avait commencé avec elle. Donc, c'est dans cet esprit qu'on l'a fait et c'est dans cet esprit qu'on a réussi à s'intégrer et à continuer ici, à mener notre nouvelle vie. Juste avant de partir, vous travaillez au ministère de la Santé, vous avez aussi travaillé au ministère du Travail. Je crois que vous avez fait un projet que tout le monde connaît là-bas. Oui, alors en fait, moi après mes études de droit, j'ai travaillé en cabinet d'avocat. Après, bon, j'ai eu une opportunité de rentrer dans les services du Premier ministre. J'y ai travaillé quelques années. De fil en aiguille, j'ai travaillé au ministère des Finances, de l'économie. J'ai travaillé en fait à l'époque, c'était en 2008 ou 2009, je crois, à la mise en place de l'opérateur Pôle emploi. C'était la fusion de la NPE et des ACDIC. C'était passionnant parce que c'était un projet organisationnel incroyable, la plus grosse fusion en Europe, 40 000 personnes. Voilà, donc je me suis mis là-dedans. Ensuite, il est arrivé des choses qui m'ont fait que j'ai voulu changer de travail et bon, je me suis orienté sur le ministère de la Santé. J'ai eu une opportunité. Je connaissais pas du tout le monde de la santé publique, le monde des médicaments. Et ça a été une bonne pioche parce que d'abord, c'était une ambiance très intéressante. Bon, c'était avant le corona, donc à l'époque, les enjeux étaient peut-être moins délicats qu'aujourd'hui. Et j'ai appris le monde du médicament, le monde de l'épidémiologie, le monde des dispositifs médicaux, le monde des politiques publiques de santé. J'y ai travaillé, je crois, 4 ou 5 ans. Dès l'instant où j'ai voulu faire ma alia, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire en Israël? Vous aviez en même temps plusieurs cordes à votre arc. Vous auriez pu faire plein de choses. Oui, c'est vrai, mais en fait, tout simplement, je me suis dit, après tout, j'ai une compétence que j'utilisais par rapport au ministère, par rapport aux institutionnels. Maintenant, cette compétence, je vais l'utiliser pour les jeunes pousses israéliennes, pour les startups. Et donc, voilà, j'ai créé ma petite structure qui s'appelle Pharmacent. Et donc voilà, c'est un petit cabinet de consulting 2.0, je dirais. On travaille en réseau avec des partenaires. Et on se dédie en fait aux startups dans le biotech,
c'est-à-dire tout ce qui est biotechnologie, dans le medtech, c'est-à-dire tout ce qui est médicaments de deuxième, troisième génération, et health-tech, en fait, tout ce qui est dispositifs médicaux un peu innovants, un peu connectés, qui permettent de faire évoluer les problématiques de santé publique, de traitement. Voilà. Alors, quand vous avez décidé de fonder cette entreprise en Israël, est-ce que vous avez fait une étude de marché? Alors, pour tout vous dire, j'ai eu des intuitions. C'est-à-dire que quand j'étais en France au ministère de la Santé, on recevait beaucoup d'informations et très souvent, comme ça, on entendait parler de produits israéliens innovants. Donc, je me disais, manifestement, Israël est un pays qui est fortement pourvoyeur comme ça de technologies appliquées à la santé. Il y a un écosystème qui le favorise, il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup de recherches très pratiques. Donc, j'avais mis ça dans un coin de ma tête. Et quand je suis arrivé ici, je me suis dit, à tous ces gens qui ont leurs compétences, qui ont des produits très intéressants, peut-être qu'ils vont vouloir le vendre en dehors d'Israël et peut-être même en dehors des États-Unis, parce que je sais que les États-Unis, c'est le premier objectif pour les sociétés israéliennes. Moi, je connais le marché européen. Donc, je me suis dit, je vais leur donner une nouvelle carte à jouer sur le marché européen. Donc, vous les avez démarchés, vous les avez listés, comment vous avez fait? Alors, en fait, après, c'est les événements de la vie qui fait que, voilà, à la faveur de rencontres, j'ai eu mon premier client, deuxième, troisième, et ça s'est passé comme ça, en fait. Je dois confesser que je n'ai pas fait d'études de marché. J'ai créé mon cabinet, en fait, à coût zéro, c'est-à-dire en lissant au maximum les frais pour éviter, justement, de perdre avant de commencer. Donc, en fait, ma boîte, c'était moi, c'était mon ordinateur, c'était mon réseau. C'était ma créativité, c'était les partenariats que je pouvais nouer aussi, parce que la particularité de Pharmacène, donc le cabinet que j'ai créé, c'est un outil pour les labos, mais également pour les petites boîtes, pour les petites startups, pour s'implanter sur le marché européen. Donc d'abord, on apporte une aide au niveau réglementaire, c'est Pharmacène Reg. Également, on les aide à préciser leurs projets auprès d'investisseurs, auprès de laboratoires. C'est pharmacie audit et market. On les aide à marketer leurs projets. Ensuite, ce qui est très important pour un produit de santé, c'est d'être pris en charge par les institutions de sécurité sociale. Donc là, on les aide parce que c'est fondamental. Vous faites un bon projet, vous faites un bon produit, vous allez le vendre, mais pour qu'il se vende de manière optimale, il faut qu'il soit remboursé par la sécurité sociale. Sinon, ça sert à rien. Donc là aussi, on les aide. Et là, avec mon équipe, on a lancé un projet. C'est le inspiré par Israël. Évidemment, c'est un projet qui s'appelle Keren. Alors, c'est quoi ce projet, en fait? L'objectif, c'est que Keren, ça veut dire fond en hébreu, mais ça veut également dire rayon. Donc, en fait, c'est un projet qu'on va destiner aux petites startups qui sont dans le biotech, medtech et healthtech. Ils ont besoin de rencontrer quelqu'un, un scientifique, une société savante, un investisseur, un banquier. Ça peut être un laboratoire. Ouais. Ils n'ont pas le contact. Nous, on est là. Et en fait, on fait rayonner leur activité, leurs projets, leurs produits. Et on a décidé de le faire à un prix tout à fait modique, même symbolique. L'objectif, c'est je vous aide à avancer, de trouver la personne dont vous pensez avoir besoin. Je suis fier de ce projet parce qu'en fait, quand j'étais plus jeune, on m'a rarement donné ma chance. Et ben moi, je veux donner leur chance à des jeunes startups comme ça et les aider à trouver la personne, le contact qu'il leur faut. Pharmacène Keren. C'est ça, c'est le plus difficile pour réussir. D'avoir le bon contact. Je pense que c'est capital d'avoir la bonne personne au bon moment. Il y a beaucoup d'Israéliens ou de jeunes immigrants qui font appel à vos services? Alors en fait, oui, moi je travaille, comme je vous ai dit, je travaille en réseau. Et donc, je travaille avec une main-d'œuvre locale, c'est-à-dire des gens qui sont ici, qui ont une compétence pharmaceutique, médicale, réglementaire, financière, market. Et donc, on travaille depuis ici, bien sûr. Et d'ailleurs, je dirais ici, la main-d'œuvre spécialisée est innombrable. Et c'est vraiment extraordinaire de ce point de vue. D'autant que les modes de relation sont très souples en Israël. Donc, c'est tout à fait extraordinaire pour moi de pouvoir en bénéficier. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui du monde du travail israélien par rapport à ce que vous avez connu? Je vous surprendrai pas en vous disant que l'ambiance n'est pas tout à fait la même. C'est vrai qu'en Israël, il y a une approche du monde du travail qui est plus souple, avec beaucoup moins de barrières hiérarchiques. Il y a une pratique de l'open space qui est beaucoup plus répandue qu'en France et surtout, je crois, au-delà du fait qu'elle soit répandue, elle est mieux pratiquée. Il y a des mélanges entre différents milieux, entre différentes sociétés, avec des institutions comme Regus, comme WeWork. Israël est très pionnier là-dessus. Donc, moi, j'aimais cette ambiance justement et régulièrement, en fait, quand on a des missions, quand on doit travailler à plusieurs, on loue des bureaux comme ça pour quelques semaines et puis voilà, on rencontre des gens. Il y a des espaces de vie extraordinaires qui permettent justement de discuter, de parler, d'échanger. Et je pense que ça développe la créativité. Qu'est-ce qui vous épate ici? Alors, je dirais, la première chose, c'est justement la créativité. Les Israéliens ne se posent pas de question de savoir est-ce qu'il va y avoir un marché, est-ce que ça va marcher. Non, ils le font. Ils foncent, ils ont une idée,
ils avancent. Le système israélien favorise cette créativité. Je pense que c'est lié à l'histoire du pays, c'est lié au fait qu'il y a une armée qui est assez centrale, mais qui a un sens, parce que c'est un pays qui a des frontières avec des ennemis. Bon, ça, je vous apprends rien. Donc en fait, on fonce, on est moins précautionneux, je dirais, qu'en France ou qu'en Europe. Et je dirais même qu'on est peut-être encore plus créatif qu'aux États-Unis. Où aux États-Unis, en fait, c'est tout de suite des projets qui doivent avoir beaucoup de réseaux, alors que là, les choses se font. Entre copains, ça peut être à la suite de la fac, à la suite de l'armée. Et moi, j'aime justement cette créativité. Et c'est pour ça, en fait, que je recherche justement ces contacts, parce que ils foncent, parfois ça marche. Waze, par exemple, dans le domaine de la santé, il y a beaucoup de boîtes israéliennes qui ont bien réussi. Et puis des fois, ça marche pas. Mais c'est pas grave, ça marche pas, on recommence. Et ça, j'aime bien. Est-ce que la rigueur française dont vous êtes issu, est-ce que ça matche bien justement avec cette créativité israélienne? Et est-ce que vous pensez que les Olim de France, les nouveaux immigrants français, ont à apporter justement dans le monde du business israélien? Il y a forcément un décalage culturel. C'est vrai, vous parlez de rigueur française. Je dirais que parfois, c'est vrai que la culture française a parfois des rigidités. Parfois, elle est consensuelle, elle est un petit peu apeurée, et elle est un petit peu délicate à évoluer. Il y a peut-être en France un manque d'agilité. D'ailleurs, on l'a vu dans le traitement de l'épidémie de Corona en France, en Suède, en Allemagne et versus Israël. Israël a été peut-être plus agile à justement s'adapter aux différentes situations. La rigueur, c'est toujours nécessaire hein, dans les sujets sur lesquels je travaille. C'est le domaine de la santé. Un médicament, il marche ou il marche pas. On va pas mettre un médicament sur le marché si donc la rigueur, il y a une rigueur scientifique en Israël. Par-delà le fait que la culture comme ça est très ouverte, très agile, mais c'est vrai qu'après dans le mode de commercialisation, dans la manière de se faire connaître, dans la manière d'approcher les problématiques de santé publique, les épidémies, les préventions sur différentes maladies. Je pense que Israël justement a cette avance hein, sur beaucoup d'autres pays, cette agilité comme ça très importante qui lui vient de son histoire, qui lui vient de ses fondements philosophiques, idéologiques, je pense. Et alors les Français, je pense, ont leur carte à jouer parce que amener de la rigueur dans un monde de créativité et d'agilité, c'est quelque chose qui n'est pas contradictoire. Et la créativité se développe, elle a besoin aussi de la rigueur. Ça me paraît évident. 6 ans après, vous avez un fils qui a terminé l'armée. Ouais, il a fait son service pendant un peu moins de 3 ans, si ma mémoire est bonne. Et après, ça fait très plaisir, je ne lui ai rien demandé, mais voilà, il est parti à l'université de Jérusalem donc pour faire de la biomédecine. Et dans l'idée justement de performer un petit peu parce que je lui parlais beaucoup de mes projets, il était un petit peu plus jeune. Je crois que ça l'a inspiré à mon grand plaisir, mon grand bonheur. Et voilà, donc il est très créatif, il est très intelligent, donc je suis persuadé qu'il pourra faire des choses. Et moi, je serai là pour l'épauler. Et vos autres enfants se sont bien intégrés en Israël? Ça n'a pas été difficile pour eux? Si, c'est difficile de s'intégrer parce que c'est un challenge, parce que il y a un décalage culturel par-delà l'attachement qu'on peut avoir avec ce pays quand on souhaite y venir, émigrer et y faire sa vie. J'ai ma fille aînée qui fait de la naturopathie en fait. C'était un moyen pour elle comme ça d'allier cette idée de soigner, de donner aux gens, et puis par des moyens un petit peu décalés, par les plantes, par la diététique, par la réflexologie, par des éléments de psychologie, de médecine chinoise. Et donc là, elle finit en quelques mois son cursus. Donc chacun a trouvé sa place? Alors j'ai ma dernière qui passe le bac, donc sa place, elle est en train de la chercher. Je ne sais pas trop encore ce qu'elle va faire, mais elle va faire son chemin, je l'espère. C'était un bon choix pour vous? Vous voulez dire, est-ce que je regrette d'être venu? Non, en fait, pas du tout. Mon départ est parti d'une intuition, d'un vieux rêve, d'un challenge que je voulais affronter. Et en fait, après, la vie est venue face à moi et voilà, et on a recommencé notre vie. C'est vrai que ça peut paraître comme ça un petit peu difficile, mais après voilà, Israël, c'est un pays où il n'y a pas de filet en fait. Donc quand il n'y a pas de filet, il faut lutter, il faut se battre. C'est vrai que je dirais paradoxalement, c'est un pays avec beaucoup de high-tech, beaucoup de systèmes d'information dans un peu tous les domaines, et pourtant il y a une bureaucratie qui est un petit peu tentaculaire à la banque, à la poste, avec les institutions sociales, c'est compliqué. Mais il faut s'accrocher, il faut dépasser, et puis on est beaucoup aidé, il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup d'entraide même dans le quotidien, avec les voisins, avec les gens du quartier, etc. Donc ça, c'est quelque chose que en France, on avait totalement oublié. Et j'aime justement cette solidarité du quotidien, je dirais, une solidarité qui est pas grandiloquente, c'est pas quelque chose comme ça institutionnalisé, mais en fait, au quotidien, les gens sont là.
Et ça me Est-ce que plaît. vous pensez que c'est parce que vous habitez à Batiam que c'est comme ça? Est-ce que vous pensez que c'est partout Non, pareil? alors c'est vrai que j'ai vécu à Batiam. Bon, je voyage beaucoup à Tel Aviv, à Jérusalem, à Ra'anana, à Netanya, à Oui, Beersheba. C'est vrai que c'est quelque chose quand même qu'on ressent de manière très diffusée, très diffus à travers le pays. C'est une réalité. Après aussi en Israël, c'est le manque de filets fait que chacun doit faire le max, chacun doit travailler. C'est vrai que parfois, du point de vue social, on a vu qu'il y a beaucoup de pauvreté, c'est difficile, c'est pas facile pour tout le monde et c'est pas facile pour moi. Il faut se battre. Mais ça me plaisait, cette idée qu'il faille se battre. Mes enfants ont été dans ce cheminement, ils se battent pour rentrer à l'université. Il faut faire des tas de tests avant même de pouvoir pénétrer dans l'université. Ils cravachent, ils se battent et ils avancent. Ils réussissent. Après, ils ont commencé, je l'espère. Ils sont en voie de réussir, je l'espère. Est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui auraient peut-être envie de venir en Israël, mais qui hésitent, qui ne savent pas vraiment, qui ont peur? Alors je dirais c'est un pari, c'est dur. Il faut beaucoup de volonté, beaucoup de motivation. Mais de fait, on n'est pas seul. C'est-à-dire que d'abord, on retrouve ses amis de France parce que beaucoup de gens on franchit le pas. C'est sans doute un des rares pays où, même si on a dépassé la trentaine ou la quarantaine, on peut tenter sa chance et puis se battre et avancer. Sans filet, on est peut-être plus créatif, plus volontaire, plus vaillant, plus entrepreneur, plus créatif. Meilleur, je ne sais pas, je l'espère. Mais en tout cas, ça tire de nous des choses que parfois qui étaient insoupçonnées. Merci beaucoup Stéphane Atlan.